Alors, bonjour à tous. Nous allons donc repartir sur la chimie des solutions aqueuses. Donc, il reste deux chapitres. Un chapitre où on va étudier donc les complexes, c'est ce chapitre-là, et un chapitre où on va étudier les solides qui peuvent se former en solution aqueuse. Donc ici, on va étudier les complexes. Donc l'étude sera poursuivie en deuxième année et notamment avec l'étude précise de la structure. Donc là, dans une première partie, je vous ai mis structure et nomenclature, mais en fait, sur la structure, on va dire des choses, que des choses très, très basiques. Vous ferez une étude plus poussée de la structure l'année prochaine et vous verrez une des principales applications des complexes, à savoir en catalyse, et donc vous aurez un chapitre également là-dessus l'année prochaine. Donc là, on démarre, par des notions un peu plus basiques. Donc à savoir d'abord la structure. On va présenter ce que c'est sur le principe. Donc un complexe, c'est quoi? C'est un édifice donc polyatomique qui est constitué d'un métal qui est un cation métallique, qui est associé à des molécules ou des ions qu'on appelle des ligands. Donc un complexe est un édifice polyatomique donc constitué, donc il faut deux choses, constitué d'un centre métallique en général cationique, entouré de molécules ou d'anions et ou d'anions appelés les ligands. Et du coup on parle de complexe métal-ligand. On parle de complexe métal-ligand. Ligand. Donc là, il faut bien retenir le mot ligand et donc là, ce qu'est un complexe. Donc on va voir des exemples. Alors la liaison entre le métal et le ligand, c'est une liaison, donc je vous ai dit, vous l'étudierez en deuxième année. Et donc vous verrez que c'est les doublés du ligand qui viennent assurer la liaison avec le métal. Donc je vous ai mis des exemples. Donc le cuivre peut s'associer, des ions C2+, peuvent s'associer avec des molécules d'eau et former ce complexe. Donc c'est un complexe que vous avez dû voir sans le savoir au lycée. C'est ce qui donne une couleur bleue au cuivre dès que vous le mettez en présence d'eau, aux ions Cu2+. Donc au passage, j'en profite, il y aura un exo là-dessus, mais les complexes sont souvent des espèces colorées, voire intensément colorées. Donc vous les avez forcément rencontrés sans le savoir. Donc après, je vous ai mis d'autres exemples avec le fer, des ions Fe3+, donc qui sont complexés avec des ligands, donc soit cyanure pour former ce complexe-là, soit avec des ions fluorure. Donc les complexes peuvent être chargés ou pas. Donc la charge, on la met à l'extérieur des crochets. Et donc à l'intérieur des crochets, on met le métal et les ligands. Et avec un indice s'il y a plusieurs fois le même ligand. Et à l'extérieur des crochets, la charge.
Donc si on a besoin de parler de la concentration de cette espèce-là, on rajoute pas en plus un crochet de concentration, on met pas des doubles crochets, on met que le crochet pour la concentration, on laisse tomber ce crochet ici. Donc ça c'est ce que je vous ai indiqué en dessous. Donc avec l'exemple du fer complexé aux ions cyanure. Alors les ligands, pour que ça reste pas trop abstrait ce cours, on va quand même en présenter quelques-uns. Donc on les qualifie de manière différente suivant le nombre de sites de fixation qu'ils peuvent créer avec le métal. Donc s'ils peuvent se fixer par un seul atome au métal, on dit qu'ils sont monodentes ou monodentates. Donc je vous ai mis des exemples HO-, SCN-, X-, S2-, CN-. Donc si vous prenez par exemple HO-, donc HO-, il va se lier au métal grâce à un de ses doublés non liants. Pour les molécules, pareil, si vous prenez par exemple NH3, lui, il va se lier au métal grâce au doublé non liant de l'azote. Donc ça, c'est les ligands qu'on qualifie de monodentes. Ensuite, il existe des ligands donc un peu plus gros qui peuvent se fixer au métal par plusieurs atomes simultanément. Donc on les qualifie de polydentes ou polydentates. Donc le plus petit possible, c'est bidente, donc il se lie avec 2 atomes. Du coup, je vous ai mis l'ion oxalate. Alors on peut compléter ici avec les doublés non liants. Donc en fait, cet ion oxalate, il va pouvoir se fixer grâce à ces 2 oxygènes. Et donc si vous avez le métal ici, vous allez pouvoir faire comme une sorte de pince. Donc le métal va être pincé entre ces 2 oxygènes. Pareil pour le ligand orthophénanthroline. Vous allez avoir les 2 azotes qui vont se lier au métal ici de cette manière-là. Alors pour l'éthylène-diamine, représenté tel que, on ne peut pas bien repérer ce qui peut se passer. Il faut le représenter de cette manière-là, donc avec les doublés non liants sur l'azote. Et donc là, même principe, vous allez avoir les 2 azotes qui peuvent se lier au métal et donc former cette liaison-là, donc bidente. Alors il existe titridante, tétradante, etc. Alors un qu'on rencontre beaucoup et qu'on va rencontrer dans le cours, donc c'est pour ça que je vous l'ai mis ici, c'est le DTA. Donc lui, il est hexadente ou hexadentate, donc il y a 6 sites de fixation, donc je vous ai indiqué avec des flèches. Donc 4 sites sont des, 4 sites sont des oxygènes, 2 sites sont des azotes. Mais quand on le représente comme ça, déplié, on se dit le métal, il peut pas se lier en même temps à tous ces atomes. Donc pour que le métal se lie en même temps à ces 6 atomes, il faut que le ligand il se replie. Et donc c'est ce qui vous est représenté ici. Le ligand éthylène dynamine tétraacétate donc se replie sur lui-même. Et donc vous voyez, on arrive à présenter à proximité du fer les 4 oxygènes et les 2 azotes. Donc ça c'est le ligand. Donc on le note Y4- dans la suite du cours. Vous retrouverez cette notation-là. Et donc, c'est le ligand éthylène diamine tétraacétate. Éthylène diamine tétraacétate. Tétraacétate. Et donc, la notation, vous la retrouverez dans la suite et dans les exos avec le
Y4-. Alors ensuite, on va poursuivre avec la nomenclature des complexes. Donc il faut que vous sachiez nommer et représenter les complexes à partir de leur nom. Donc déjà, il faut savoir nommer les ligands. Donc pour les ligands qui sont des anions, en général, on prend le nom de l'anion et on rajoute O à la fin. Donc les l'ion H-, c'est un ion hydrure, donc le ligand, on l'appelle hydruro. Pour les ions halogénures, donc fluor, chlore, brome, iode, donc là ça ressemble à la chimie organique, fluoro, chloro, bromo, iodo. Alors ensuite, ça c'est des ligands classiques. Donc Cn-, c'est les ions cyanure, ça donne cyano. C2O4-, on l'a représenté sur la page précédente, c'est les ions oxalates, ça fait oxalato. S2O3-, on l'a utilisé enfin vous devez le connaître, hein, on l'a vu dans les équilibres redox, c'est l'ion thiosulfate, donc thiosulfato. Là, SCN, c'est le thiocyanate, thiocyanato. Et ça, H-, donc c'est les ions hydroxyde, hydroxo. Donc ça, c'est pour les anions. Donc là, j'ai mis ceux qui sont courants. Enfin, si le ligand est neutre, ben là, c'est le nom de la molécule, sauf pour ceux-là qui sont en réalité assez courants. Donc quand vous avez le ligand O, on utilise l'anglais aqua. CO, c'est un ligand qu'on rencontre assez souvent, on utilise carbonyle. NO, c'est le ligand nitrosyle. Et donc NH3, c'est le ligand amine. On n'utilise pas ammoniac, par exemple. Pour celui-là, c'est amine. Donc ça, il faut les connaître, connaître le nom des ligands. Alors ensuite, pour nommer un complexe, donc je vous ai mis la procédure ici. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'abord en préfixe, on met le nom des ligands. Il faut indiquer pour un même ligand s'il y en a plusieurs. Donc s'il y a 2 ligands aqua, faut l'indiquer en disant que c'est di-aqua, bon, etc. Tri-aqua, s'il y en a 3. S'il y a des ligands différents, je vous ai mis par ordre alphabétique, ça c'est comme en chimie organique. Donc en préfixe les ligands, ensuite on met le nom du métal. Et donc là il y a une particularité, si le complexe est chargé positivement ou neutre, on met juste le nom du métal. Si il est chargé négativement, donc anionique, on met le nom du métal plus un suffixe ate, sauf pour le cuivre, on ne dit pas cuivrate, on dit cuprate. Et ensuite, on indiquera le nombre d'oxydation du centre métallique en chiffres romains, donc c'est-à-dire la charge que porterait le centre métallique s'il était seul, pas dans le complexe. Alors le mieux pour expliquer ça, c'est de faire un exemple. Donc là, je vous ai mis FeH2O6 charge de plus, donc c'est un complexe cationique. Alors les ligands, on a 6 ligands O, donc 6 ligands aqua, donc ça va vous faire hexa-aqua. Hexa-aqua, pour indiquer qu'il y a 6 ligands O. Fer, pour le métal. On n'a pas besoin de mettre ferrate parce que c'est un complexe cationique. Et donc, entre parenthèses, il faut indiquer la charge du fer dans ce complexe-là. Donc là, pour le trouver, il suffit de se dire que dans ce complexe-là, j'ai du fer et 6 molécules d'eau. Les molécules d'eau étant neutres, ça signifie que la charge de plus du complexe, elle est sur le fer. Donc le fer, il est au nombre d'oxydation plus 2. Alors ensuite, pour le deuxième, on a encore 6 ligands. Là, c'est des ligands cyano. Donc hexacyano pour les ligands. C'est un complexe anionique, donc il va falloir mettre un suffixe ate. Donc hexacyano
ferrate. Et de la même manière, il vous faut la charge du fer, donc le nombre d'oxydation du fer. Donc ce ligand-là, il libère des ions Fe, on ne sait pas encore lesquels, plus donc 6 ligands cyanure, donc 6 Cn-. La charge globale du complexe, c'est 3-, donc pour équilibrer, il faut Fe 3+. Donc dans ce complexe-là, le fer, il est au nombre d'oxydation 3. Ensuite, j'ai mis un complexe de cuivre. Donc on a 5 ligands chlore, donc ça nous fait pentachloro pour les ligands. Le métal, c'est le cuivre. On a une charge négative, donc il faut rajouter le suffixe ate. Dans le cas du cuivre, c'est cuprate. Et il faut chercher le nombre d'oxydation du cuivre. Donc ce complexe-là, il génère un cation du cuivre plus donc 5 ions chlorure Cl-. On a une charge globale 3-, donc c'est les ions Cu2+, d'où le nombre d'oxydation qui est de +2. Ensuite, on a un complexe de l'aluminium, donc on a 4 ligands hydroxo, donc ça fait tétrahydroxo. Le métal, c'est l'aluminium. Donc, et on a un complexe chargé négativement, donc ça fait aluminate. Il nous faut le nombre d'oxydation de l'aluminium. Donc ce complexe-là, il libère un cation de l'aluminium plus 4 ions HO-. La charge globale étant de moins, ça signifie que l'aluminium est sous forme Al3+, donc un nombre d'oxydation 3 pour l'aluminium. Et enfin, pour le dernier exemple, donc là j'ai mis un exemple avec 2 types de ligands. On a 5 ligands aqua et 1 ligand hydroxo, donc on va les mettre par ordre alphabétique, les ligands aqua d'abord. Donc ça nous fait penta-aqua. Hydroxo pour le ligand hydroxo qui est seul. Donc le métal, c'est le fer. Là, il n'y a pas de suffixe parce que c'est un complexe cationique. Et on va indiquer le nombre d'oxydation du fer. Donc là, ce complexe-là, il libère un cation du fer, plus 5H2O, donc il n'y a pas de charge, plus un ion hydroxyde HO-. Il est chargé globalement positivement, donc ça vous fait Fe2+. Donc le nombre d'oxydation du fer est +2. Donc là, pour la nomenclature, il faut savoir nommer et à partir du nom d'un complexe, il faut savoir le représenter sur un exercice. Alors ensuite, ça va être un peu comme dans les chapitres précédents. Dans un premier temps, on va présenter les caractéristiques qui vont permettre de juger des réactions de complexation. Donc si vous vous rappelez, dans les équilibres redox, ce qui permettait de savoir si on avait un bon oxydant, un bon réducteur ou autre, c'était le potentiel standard. Et ça nous permettait aussi de calculer les constantes d'équilibre des réactions et autres. Dans les équilibres acide-base, c'était Ka qui nous permettait de juger de la force d'un acide ou d'une base et de calculer les constantes d'équilibre. Et dans ce chapitre-là, on va voir, pareil, plusieurs constantes d'équilibre. Alors, on va d'abord, donc ce qu'on va faire dans la suite du chapitre, un complexe, on va le noter MLN, M étant le métal, L le ligand et N le nombre de ligands. Donc, il existe plusieurs types de réactions. Donc,
la première qu'on va présenter, c'est la réaction globale de formation, qui est M plus N ligand qui donne Ml. Donc la réaction globale de formation, c'est la réaction qui forme le complexe à partir de tous les éléments séparés. Donc le métal et les N ligands séparés. Donc là, pour noter toutes les réactions, je mets pas les charges, c'est plus simple. Donc la constante d'équilibre associée à la réaction globale de formation, on l'appelle la constante globale de formation. On la note bêta. Et du coup, donc toutes ces espèces sont dissoutes en solution. Donc ça va être l'activité du complexe, à savoir sa concentration. Donc la concentration en mLn. Sur l'activité des réactifs. Et donc là, pareil, ça va être la concentration en métal fois la concentration en ligand à l'exposant N. Donc là, si vous voulez ne pas avoir de problème de dimension, il faudrait rajouter le C0, la constante, la concentration standard, pardon. Alors au passage, je vais le noter, je l'ai marqué dans le texte, bêta N. Donc bêta N, c'est la constante globale de formation. Donc ça nous indique, on va vous donner cette valeur-là de la même manière qu'on vous donnait Ka, qu'on vous donnait le potentiel standard pour les redox, qu'on vous donnait Ke. C'est des constantes qui vous seront données. Alors la seule difficulté, c'est que dans ce chapitre-là, on n'utilise pas malheureusement uniquement cette constante, on en utilise d'autres qu'on va présenter. Et elles ont toutes leur intérêt. Et malheureusement, vous devez les connaître toutes. Alors, ce qu'on peut vous donner, c'est aussi la constante globale de dissociation qui est associée à la réaction globale de dissociation. Alors, la réaction globale de dissociation, c'est tout simplement la réaction au cours de laquelle vous dissociez totalement le complexe en ses éléments séparés. Donc c'est en fait la réaction inverse de la réaction globale de formation. Alors la constante globale de dissociation, on la note avec une majuscule, donc un grand K indice Dn pour indiquer que c'est le ligand MLN qu'on a dissocié. Et donc, en fait, ça va être l'activité des produits, donc la concentration en métal fois la concentration en ligand à l'exposant N, divisé par l'activité des réactifs, donc à savoir la concentration en complexe MLN. Et donc on se retrouve avec l'inverse de la constante globale de formation. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que dans un exo, on ne va pas vous donner à la fois bêta et KD, ça n'aurait pas de sens. KDN. Donc dans un exercice, on vous donnera soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux. Donc c'est un peu la même chose, on avait vu ça dans les équilibres acide-base, on avait parlé de la constante de basicité, mais vu qu'elle était reliée à la constante d'acidité, on ne vous donne pas les deux en même temps. Donc ça c'est pour la réaction globale de formation. Il y a un autre panel de constantes d'équilibre qui sont les constantes d'équilibre successives qu'on va présenter. Alors avant ça, je vois que j'ai mis, on rencontre aussi donc la grandeur PKD. Alors PKDN, ça vous allez retrouver la même chose que pKa. Donc PKD, c'est le même principe que pKa, c'est moins log de KDN. Et vu que KDN c'est 1 sur bêta n, du coup c'est log de bêta n. Donc il y a bien une relation entre les deux, et donc ça n'a pas de sens de donner et KD, n et bêta n. Donc ce que je vous disais, c'est qu'on peut aussi décomposer la réaction globale de formation en des réactions successives de formation. Donc c'est les réactions que je vous ai notées ici. Donc au lieu de former directement MLN à partir du métal et des
N ligands, on peut le faire progressivement, donc en passant par Ml, puis Ml2, et ainsi de suite. Donc ces réactions-là qu'on peut être amené à étudier, c'est les réactions successives de formation. Donc on va noter leur constante d'équilibre KF. Alors pour la première, pour le complexe Ml, KF1, pour le complexe Ml2, KF2, et pour le complexe MLN, KFN. Donc toujours pareil, KF1 c'est la concentration en produit, donc ici c'est la concentration en complexe Ml sur la concentration en métal fois la concentration en ligand. Pour le deuxième, c'est la concentration en complexe sur la concentration en complexe Ml2 sur la concentration en complexe Ml fois la concentration en ligand, etc. Et pour KFN, c'est la concentration en complexe MLN divisée par la concentration en complexe MLN-1 fois la concentration en ligand. Alors, encore une fois, on va réindiquer que ces informations vont être redondantes avec les constantes globales de formation. Alors pourquoi ça? On va indiquer les relations qu'il existe. Donc déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que bêta n, c'est en fait le produit. Donc si vous faites le produit des constantes successives de formation, vous allez avoir les complexes, donc Ml, la concentration Ml va se simplifier ici, Ml2 va se simplifier, et ainsi de suite. Donc finalement, la constante globale de formation, c'est le produit des constantes successives de formation, donc KF1, KF2, et etc. jusqu'à KFN. Alors maintenant, si on s'intéresse à K, la FI, donc une constante successive de formation quelconque, donc c'est la concentration en MLI divisée par la concentration en MLI-1 fois la concentration en L. Et donc si cette constante d'équilibre, on veut l'exprimer en fonction de bêta, bah, il suffit de multiplier et de diviser par donc M fois la concentration en ligand à l'exposant I-1. Donc c'est un peu la même technique que dans les équilibres acide-base, quand on multipliait et divisait par H3O+, ou HO-, c'est le même principe. Et du coup, donc là, on retrouve ici, hop. Donc là, ce que j'ai entouré en rouge, c'est la constante globale de formation du complexe MLI, donc on note bêta I, et le reste, ça correspond à 1 sur bêta I-1, c'est l'inverse de la constante globale de formation du complexe I-1. Donc ça, attention, c'est valable que si I est différent de 1. Donc ça, je vais marquer pour I différent de 1. Donc ça, c'est à retenir. Cette formule-là, il faut vraiment bien la connaître. On en a, donc dans la suite du cours, je l'utiliserai tout le temps sans la redémontrer. Et pour, alors vous allez me dire, pour I égale 1, bah, c'est tout simplement bêta 1. Il n'y a rien à calculer. Donc pour KF1, c'est égal à bêta 1. Donc voilà les relations. Donc encore une fois, soit on va vous donner bêta n, soit les constantes successives de formation. Si vous avez les deux, c'est redondant comme information. Alors de la même manière,
et après on aura présenté toutes les constantes d'équilibre, on a la même chose sur les réactions de dissociation. Donc on est parti. Du coup, la première réaction que j'ai écrite, c'est la réaction successive de dissociation du complexe MLN. Donc sa constante d'équilibre, on la note avec un petit k, donc KDN. Donc c'est la concentration en MLN-1 fois la concentration en ligand divisé par la concentration en complexe. Et donc là, on retrouve le fait que c'est l'inverse de la constante de formation successive KFN, etc. Ensuite, on a KD2, donc c'est la concentration en complexe ML fois la concentration en ligand divisé par la concentration en ML2. Et donc ça, c'est 1 sur KF2. Et pour KD1, donc la réaction de dissociation successive pour le complexe ML, c'est M fois L sur la concentration en complexe ML, et c'est l'inverse de KF1. Donc au niveau des relations, c'est le même principe que pour les constantes successives de dissociation. Donc là, si on veut avoir la constante globale de dissociation, il suffit de faire le produit des constantes successives de dissociation, donc KD1 fois KD2, et etc. jusqu'à KDN. Et donc pareil, pour les constantes, donc pour I différent de 1, on va avoir KDI, donc qui vaut, on a dit, 1 sur KFI. Donc si je réutilise la formule que j'ai trouvée tout à l'heure, ça va me faire bêta I moins 1 sur bêta I. Donc sa formule à retrouver ou à connaître, dans la suite du cours, j'utiliserai directement. Et ensuite, pour I égale 1, vous avez donc KD1 qui vaut 1 sur KF1 et donc qui est égal à 1 sur bêta 1 ou grand KD1. Donc voilà pour ces relations-là. Donc encore une fois, elles sont à connaître, ces relations-là. On en a vraiment besoin dans les exercices. Alors on va présenter des exemples de réactions qui vont impliquer des complexes. Alors par exemple, formation d'un complexe. Alors si vous prenez des cations Ag+, et que vous les mettez en présence d'ammoniac, il peut se former un complexe incorporant 2 ligands NH3. Et donc ce complexe, ça va être le complexe AgNH3,2. Et la charge globale sera une charge plus. Il existe aussi comme réaction qui implique des complexes, des réactions de dissociation. Donc par exemple, si vous prenez ce complexe de cobalt et de chlore, qui présente une charge de moins, ce complexe, il peut se dissocier et donc libérer des ions cobalt plus des ions chlorure. Et donc, au vu de la charge, les cations libérés du cobalt, c'est des cations CO2+. Alors, il existe d'autres réactions qui mettent en jeu des complexes. Autre que les formations et dissociations complexes, c'est notamment le transfert de particules. Donc il peut se transférer plusieurs choses. On peut faire un transfert de ligand. Alors comment faire un transfert de ligand? En fait, on prend un complexe qui a déjà le ligand fixé sur un métal, et on peut transférer ce ligand en mettant en contact le complexe avec un autre métal.
Et donc ce métal va récupérer le ligand, va fixer le ligand, et on récupérera le ligand fixé donc sur le nouveau métal. On peut faire aussi la même chose en prenant un complexe et en le mettant face à un autre ligand. Et ce ligand libre va venir récupérer le métal du complexe de départ. Et dans ce cas-là, on aura un transfert non pas de ligand, mais de métal. Donc les deux sont envisageables, des transferts de ligand ou de métal. Et donc on peut parler de couple donneur-accepteur, comme on avait parlé de couple oxydant-réducteur, ou de couple acide-base. Donc pour mettre un exemple concret, j'ai pris le cas des ions Ni2+ libres, et on les met face à un complexe entre le calcium et le ligand EDTA, qui est le ligand hexadente qu'on a vu en début de cours. Et ce qui peut se passer, c'est que le calcium va libérer le ligand EDTA, et le nickel va le fixer, et donc on va former ce nouveau complexe de nickel avec le ligand EDTA, et des ions Ca2+ libres. Donc sur cet exemple, les couples donneur-accepteur engagés, c'est en donneur les deux complexes et en accepteur les deux métaux. Alors comme dans les équilibres redox et acide-base, pour étudier les transferts donc ici de ligand ou de métal, on utilise les diagrammes de prédominance. Donc on va présenter le diagramme de prédominance en PL. Donc ce qui va être caractéristique ici, c'est la concentration en ligand qui va faire que tel ou tel complexe va se former, d'où le choix d'une graduation en PL. Alors pour trouver l'allure de ces diagrammes, on va écrire l'équilibre de formation du complexe MLI à partir de MLI-1 et bien sûr d'un ligand, donc pour former MLI. Donc la constante d'équilibre de cette réaction, elle vaut donc, par définition KFI, et on avait vu que c'était l'inverse de KDI. Donc ce qu'on peut écrire, et ça, donc en fonction des concentrations, c'est la concentration en complexe MLI divisé par la concentration en complexe MLI-1 fois la concentration en ligand. Donc si on passe au log, on a logarithme de 1 sur KDI qui va être égal à logarithme de MLI divisé par la concentration en MLI-1, donc plus le logarithme de 1 sur la concentration en ligand. Donc ici, on reconnaît PKDI, puisqu'on a log de 1 sur KD, c'est moins log de KD, donc c'est PKDI. Et ici, on a log de 1 sur L, donc c'est moins log de la concentration en ligand, et c'est donc le PL. Donc on se retrouve avec PKDI qui est égal au logarithme de la concentration en complexe MLI divisé par la concentration en MLI-1 plus PL. Et donc on retrouve ensuite une relation qui ressemble, enfin analogue, à la formule de Anderson, qui est donc PL égale PKD plus log de la concentration en complexe MLI-1 divisé par la concentration en complexe MLI. Donc si vous vous rappelez la formule de Anderson, c'était pH égale pKa plus log de base sur acide. Donc ici le pH a été remplacé par PL, pKa est remplacé par pKDI, la constante successive de dissociation, et dans le log, on a au numérateur l'accepteur de ligand et au dénominateur le donneur de ligand. Dans la formule de Anderson, au numérateur c'est l'accepteur de protons et au dénominateur l'accepteur, le donneur de protons. Donc c'est vraiment une formule analogue. Et de ça,
on peut en déduire, comme on avait fait dans les équilibres acide-base, dans quel domaine de PL est-ce qu'on a le complexe MLI-1 qui prédomine ou MLI. Donc pour avoir prédominance pour le complexe MLI-1, il faut que sa concentration soit supérieure à celle du complexe MLI. Donc ce qui nous fait un logarithme qui est supérieur à 0 et du coup un PL qui est supérieur à PKDI. Donc on peut le représenter ici sur un diagramme de prédominance. Donc, gradué en PL, la frontière, elle va être pour la valeur de PL égale PKDI. Et donc, pour des PL plus faibles que PKDI, on aura le complexe MLI-1 qui prédomine. Et sinon, c'est le complexe MLI. Et donc, je vous rappelle que PL, c'est moins log de la concentration en ligand. Donc, cette allure de diagramme doit vous sembler logique. Donc pour les diagrammes de prédominance en pH, quand le pH était élevé, ça signifiait que la concentration en H+ était faible, et donc c'est là qu'on avait les espèces les plus basiques qui prédominaient. Ici, c'est le même principe, quand PL est élevé, ça veut dire que la concentration en ligand est faible, et du coup, l'espèce qui prédomine, c'est celle qui a le plus petit nombre de ligands par rapport à l'autre. De la même manière, on peut présenter la notion d'espèce majoritaire, et en faisant le même calcul que dans les équilibres acide-base, on trouve que pour que l'espèce devienne majoritaire, il faut s'éloigner de plus d'une unité de la frontière. Donc on va le représenter en dessous, le cas de l'espèce majoritaire. Donc PKDI moins 1, PKDI plus 1. Donc on a MLI qui est majoritaire et MLI moins 1 ici qui est majoritaire. Et donc entre les deux, on a les deux espèces qui coexistent. Alors, ce qui se passe, c'est que dans le cas des complexes, si on le voit ici, on va avoir des complexes le métal M, il va pouvoir fixer 1, 2, 3, et etc. ligands. Donc, sur le diagramme, il va falloir qu'on fasse apparaître un domaine pour chaque complexe avec le différent nombre de ligands. Donc, on appelle ça de la polycomplexation. Donc, dans le cas des équilibres acide-base, on avait le polyacide qui était tout à gauche du diagramme, donc pour des pH faibles, et on avait les ampholides successifs, et enfin la polybase, c'était tout le temps comme ça, parce que pKa1 toujours plus petit que pKa2, pKa3, etc. Ici, donc c'est ce que je vous ai indiqué, suivant les valeurs des constantes de dissociation successives, donc des pKDI, il se peut que certains des complexes soient instables. Donc là, on ne peut pas faire de cas général, on va voir ça sur les exemples. Donc on va traiter deux exemples du TD, l'exo 1 et l'exo 2. Alors, on va commencer avec l'exercice 1. Donc dans l'exercice 1, on vous parle de complexes entre le l'ion Cu2+, et NH3. Donc le ligand, on va le noter, c'est NH3, et le métal, c'est le cation Cu2+. Donc on vous parle de la constante β1, donc on va noter la réaction. β1, c'est la constante globale de formation, donc associée à la réaction entre le métal plus un ligand qui donne
le complexe, donc CuNH3 de plus, et donc on a β1 qui vaut 10 puissance 4,13. Et donc la constante β2 qu'on nous donne, elle est associée à la réaction globale de formation du complexe Ml2. Donc sur cet exemple-là, ça nous fait CuNH3 de plus. Et donc on a ici β2 qui vaut 10 puissance 7,61. Donc on va devoir déterminer les frontières entre le métal et le complexe Ml, donc à savoir entre Cu2+, et CuNH3 puis entre ce complexe-là et le complexe à 2 ligands. Donc on va commencer par la frontière entre Cu2+, donc le métal, et le complexe à un ligand, CuNH3 de plus. Donc on vient de voir dans le cours que cette frontière, elle est pour un PL, donc ici L c'est NH3, donc PNH3 qui vaut PKD1. Donc KD1, KD1, pardon, c'est, on a vu dans les formules, c'est 1 sur β1. Donc PKD1, je vous rappelle, c'est moins log de KD1. Du coup, c'est moins log de 1 sur β1. Et donc finalement, c'est logarithme de β1, à savoir 4,13. Ensuite, il nous faut la frontière entre CuNH3 de plus, donc le complexe Ml, et le complexe Ml2, donc CuNH3 de plus. Donc cette frontière-là, elle est pour un PNH3, donc qui est égal à PKD2, d'après ce qu'on vient de voir précédemment. Et donc pareil, on a vu que KD2, c'est β1 sur β2. Donc PKD2, c'est donc moins log d'abord de KD2. Donc c'est moins log de β1 sur β2. Donc ça signifie que c'est log de β2 moins log de β1, ce qui nous donne 3,48. Du coup, on va pouvoir tracer le diagramme. Donc le diagramme, il est en fonction de PL qui ici vaut PNH3, donc moins log de la concentration en ammoniac. Donc on a trouvé une première frontière à 4,13. C'est la frontière entre Cu2+, et CuNH3. Donc d'après le calcul qu'on a fait précédemment, on a le domaine de prédominance pour Cu2+, qui est pour PL plus grand que la frontière, et pour le complexe CuNH3 de plus, son domaine de prédominance est pour PL plus petit que la frontière. Et là, ça tombe bien parce que l'autre frontière est pour un PL plus faible, donc 3,48, et il se trouve que le complexe Ml est déjà à la bonne place, et on a juste à rajouter le complexe Ml2 ici. Donc là, on est dans la même situation que dans les équilibres acide-base où le polyacide, les ampholites et la polybase sont disposés de manière, on va dire, logique.
ici, ça doit vous sembler logique. Lorsque PNH3 est grand, il y a une concentration en ligand faible, donc on a le cuivre qui n'est pas complexé, et à mesure qu'on augmente la concentration en ligand, donc PL diminue, on forme le complexe Ml, puis le complexe Ml2. Alors du coup, on va traiter l'exercice 2 pour voir la différence. Donc ici, on est toujours sur le même ligand. C'était vraiment pour faire le parallèle avec l'exercice précédent. Le ligand CnH3, mais cette fois-ci, le métal c'est Ag+. On va avoir les mêmes données que précédemment, à savoir log de bêta 1 et log de bêta 2, et on vous dit de partir du diagramme de prédominance pour trouver que le complexe Ml est instable. Donc on va essayer de tracer le diagramme de prédominance. Alors ici, donc les données que vous avez, c'est bêta 1. Donc bêta 1, c'est la constante d'équilibre de la réaction Ag+, plus NH3 donne AgNH3+. Donc ça c'est bêta 1, donc qui vaut 10 puissance 3,3. Et bêta 2, c'est la constante d'équilibre associée à la réaction Ag+, plus 2NH3 donne AgNH3 2+. Donc là, je vais pas... Donc, il faudrait refaire la même présentation que précédemment. Je mets de même que l'exercice 1. Donc, ce qu'il faut calculer, c'est PKD1. Donc, PKD1, on a vu que c'était log de bêta 1. Et donc, c'est 3,3. Et PKD2, c'est donc log de bêta 2 moins log de bêta 1. Et donc là, malheureusement, ça fait 3,9. Donc la valeur est plus grande que PKD2. Du coup, si on essaie de tracer le diagramme de prédominance comme précédemment, en fait, on va avoir un souci. Donc ici, on a 3,3. Donc autour de la frontière, PL égale PKD1, on a vu tout à l'heure qu'on avait le métal, Ag+, et le complexe Ml. Donc ça ne change pas, c'est ce qu'on a démontré. Ici, autour de PKD1, on a le métal pour des PNH3 faibles et le complexe Ml pour des PNH3 plus forts. Et ici, donc j'essaie de le mettre sur le même diagramme, mais forcément ça se goupille mal. Autour de PKD2, on a pour les faibles PL le complexe Ml, donc ici AgNH3+, et ici on a le complexe Ml2. Donc là, on est dans une situation que vous connaissez déjà dans d'autres cas, c'est dans le cas des redox. On a le complexe Ml qui a deux domaines de prédominance disjoints. Donc AgNH3+, donc a deux domaines disjoints. Donc ça signifie que c'est une espèce instable qui va se dismuter. Donc espèce instable qui se dismute. Donc la réaction c'est Ag. Donc il réagit avec lui-même. Donc le complexe réagit avec lui-même. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a un complexe qui perd
un ligand et donc qui libère Ag+ seul, et l'autre complexe récupère le ligand et forme le complexe Ml2. Donc voilà ce qui se passe pour ce diagramme. Donc là, j'ai fait exprès de de remplacer juste Cu2+ par Ag pour que vous voyez la différence par Ag+. Alors, ce qu'on peut vous demander, qui n'est pas demandé dans cet exo-là, mais qu'on va faire, c'est du coup à quoi ressemble le diagramme correct. Donc, le diagramme de prédominance ne va donc pas faire apparaître Ml2, donc de prédominance. Ne fait donc pas apparaître donc Ag NH3+. Du coup, il faut chercher la frontière. Il faut donc chercher la frontière entre Ag+ et Ag NH3 de plus. Donc pour ça, la méthode, c'est d'écrire la réaction qui lie les deux. Donc là, à savoir, le plus simple, c'est d'utiliser celle que j'ai écrite là-haut. La réaction qui lie les deux, c'est Ag+ plus 2NH3 donne Ag NH3 2 plus. Donc la constante d'équilibre, elle vaut β2. Donc on a β2 qui vaut du coup la concentration en complexe Ml2 divisé par la concentration en Ag+ fois la concentration en NH3 au carré. Donc ce qu'on peut dire, c'est la chose suivante. Donc à la frontière, on va avoir par définition la concentration en Ag+ qui va être égale à la concentration en complexe AgNH3 de plus. Donc ça va vous donner β2 égale 1 sur la concentration en NH3 au carré. Et donc si vous passez au logarithme, ça vous donne que logarithme de β2 égale donc logarithme de 1 sur NH3 au carré, c'est moins 2 logarithme de NH3, donc ça vous fait finalement 2PL. Alors je ne vais pas noter PL, c'est pas très heureux. C'est 2PNH3. Donc ce qui vous fait que PNH3 vaut 1,5 de log de β2. Donc finalement, on se retrouve avec un diagramme comme ça. Donc le diagramme, il est en PNH3. La frontière, elle est à 1,5 de log de β2. Alors j'ai pas noté la valeur, c'est 3,6. Du coup, donc là, j'ai fait comme critère le critère d'une égalité. Et donc, si vous faites comme critère, par exemple, Ag+
par exemple, le complexe a une concentration supérieure à Ag+, du coup, ça vous donne des inégalités ici sur bêta 2 et on trouve que le complexe devient prédominant pour un PNH3 inférieur à la valeur 3,6, donc ce qui est logique, puisque lorsque PNH3 est faible, c'est que la concentration en ligand est forte, et ici on aura le métal seul. Donc là, sur ces deux exemples, ça permettait de présenter le cas un cas où les complexes sont stables, c'était avec Cu2+, et donc on se retrouve sur un diagramme un peu comme on a vu dans les équilibres acide-base, et comme on a pu voir dans les redox, dans le cas où toutes les espèces sont stables. Et on a vu ce cas-là avec le complexe, donc AgNH3+, qui est instable. On se rend compte qu'un complexe est instable lorsqu'il a deux domaines disjoints. Dans ce cas-là, il faut corriger le diagramme. Donc on avait vu dans les redox le cas avec Cu+, où on corrige le diagramme de manière à ce que cette espèce n'apparaisse plus. Mais du coup, il faut chercher à la main, on va dire, la frontière entre les espèces stables. Donc ça, on ne l'a pas fait dans le cours, d'où le petit calcul qu'on a fait en fin d'exercice. Donc la seule chose que vous pouvez utiliser, c'est ce qu'on a fait donc dans la première partie de l'exo, avec le calcul de PKD qui vous donne les frontières. Si ça ne fonctionne pas avec ce calcul-là, c'est qu'on a une espèce instable et il faut calculer manuellement la frontière.